Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui peut paraître un peu surprenante. Est-ce que la façon dont nos dents s'emboîtent, notre occlusion, pourrait vraiment avoir un impact sur notre équilibre, notre posture et même, tenez-vous bien, nos performances sportives? C'est tout à fait ça. On va s'appuyer sur une source assez pointue, un mémoire de fin d'études en céramique et occlusion, signé Michael Boulanger. Le titre est évocateur. Occlusion, posture et performance sportive. Notre objectif donc, c'est de décortiquer ce travail, de voir ce qu'il nous dit sur ce lien potentiel entre mâchoire et reste du corps. Exactement. On va plonger dans l'anatomie, la physiologie et même regarder de près une étude expérimentale qu'il a menée sur des golfeurs. Passionnant. Alors, commençons par la base. L'appareil manducateur, c'est quoi exactement? Parce que c'est pas juste les dents, hein. Ah non, loin de là. Le mémoire le décrit vraiment comme une unité fonctionnelle. C'est un tout. Il y a les dents, bien sûr, mais aussi l'os qui les soutient, la gencive, les mâchoires, le maxillaire en haut, la mandibule en bas. La mandibule, le seul os mobile du visage, c'est ça, hein. Précisément. Et il y a les articulations temporomandibulaires, les fameuses ATM, qui la relient au crâne. C'est hyper important, ces articulations. Et puis, il faut ajouter les muscles, très nombreux, la langue et tout le système nerveux qui commande et ressent. Un vrai carrefour en somme, pour manger, avaler, parler. Respirer même. Et l'auteur insiste sur la complexité de l'ATM avec son petit disque articulaire. Un peu comme un ménisque au genou, ça stabilise et ça amortit. Et il y a aussi cet os un peu bizarre dont parle le mémoire, l'os hyoïde. Ah oui, l'osioïde. C'est fascinant. Il est dans le cou, sous la langue, et sa particularité, c'est qu'il n'est articulé directement avec aucun autre os. C'est unique, ça. Tout à fait. Et le mémoire utilise une image forte, un gyroscope pour le corps. Il sert d'attache à plein de muscles qui vont vers la mâchoire, la langue, le crâne, les épaules. Sa position est donc hyper stratégique pour l'équilibre postural global. Un gyroscope, d'accord. Et les muscles qui font bouger tout ça? La mâchoire? Alors là, il y a du monde. On a les muscles très puissants qui ferment la mâchoire, comme le masséter qu'on sent sur la joue, le temporal sur la tempe. Ceux qui nous font serrer les dents? C'est ça. Et puis ceux qui ouvrent la mâchoire, qui sont souvent liés à cet osioïde, justement. Et tout ça est coordonné très finement par les nerfs, notamment le nerf trijumeau. C'est un nerf énorme, à la fois moteur et sensitif. Il renseigne le cerveau en permanence sur la position, la pression, Et la langue dans tout ça? Elle a un rôle? un rôle majeur. Le mémoire le souligne. Avec ses 17 muscles, elle a une force non négligeable. Elle peut influencer la position des dents, l'équilibre de toute cette zone orofaciale. C'est un acteur clé. Ok, donc on a l'os, l'articulation, les muscles, la langue. Tout ce système complexe aboutit à quoi? À l'occlusion? C'est bien ça? Oui, on arrive à l'occlusion dentaire. C'est simplement la manière dont les dents du haut et du bas entrent en contact, comment elles s'engrènent. Et il y a différentes façons de s'emboîter, si je puis dire? Absolument. L'étude rappelle qu'il y a plusieurs positions importantes. D'abord, la position de repos. Là, les muscles sont relâchés, il y a un petit espace libre entre les dents du haut et du bas. D'accord. Et puis, il y a le moment où l'on serre les dents au maximum. Ça, c'est l'occlusion d'intercuspidie maximale, l'OIM. C'est là qu'on a le plus grand nombre de points de contact entre les dents. Et le mémoire parle aussi de relations centrées, l'ARC, c'est encore autre chose. Oui, l'ARC, c'est un peu différent. C'est une position de référence de l'articulation elle-même, de la mâchoire dans sa cavité articulaire. C'est une position considérée comme stable et centrée pour l'articulation, indépendamment de comment les dents se touchent. Et l'idéal, c'est que quand on serre les dents en OIM, l'articulation soit proche de cette RC. Voilà, c'est ça. Si l'OIM est très éloigné de l'ARC, ça peut être un signe de contrainte, de tension dans le système. Ça peut vouloir dire que pour bien emboîter les dents, on oblige l'articulation à travailler dans une position qui n'est pas forcément la plus confortable pour elle. Donc, une bonne occlusion, c'est pas juste esthétique, c'est aussi une question de fonctionnalité, de confort pour les articulations, les muscles, et elle doit guider les mouvements. C'est le troisième point essentiel que l'étude met en avant. L'occlusion a trois fonctions. Centrer la mâchoire, caler quand on serre, pour avaler, pour un effort, et guider les mouvements. Guider. C'est-à-dire, Quand on déplace la mâchoire vers l'avant ou sur le côté, idéalement, ce sont les dents de devant, les incisives et surtout les canines qui doivent guider ce mouvement. Et pendant ce temps, les dents du fond doivent légèrement se séparer. ah,
pour les protéger? Exactement. Ça évite de mettre trop de force latérale sur les molaires et prémolaires, et ça protège aussi les articulations. On parle souvent de fonction canine ou de guidage antérieur. Si ce guidage ne se fait pas bien, s'il y a des contacts sur les dents du fond qui interfèrent pendant ces mouvements, ça peut créer des crispations, des douleurs, des usures. D'accord, la mécanique interne est plus claire. Mais alors, le grand saut. Comment ce système, très localisé dans la bouche, peut influencer notre posture générale, notre équilibre? C'est là qu'on aborde la posturologie. Tout à fait. La posture, comme le rappelle l'étude, c'est pas statique. C'est un équilibre dynamique, un ajustement permanent géré par notre système nerveux central. Pour tenir debout sans tomber, notre cerveau reçoit et intègre en continu des infos de plein de capteurs. Les yeux, l'oreille interne pour l'équilibre. Oui, la vision, le système vestibulaire dans l'oreille interne et aussi la plante d'équier, très importante, qui sent la pression et la nature du sol. Il y a aussi la peau et tous les petits capteurs dans le muscle et nos articulations qui disent au cerveau où se trouvent nos membres. La proprioception. Et l'étude suggère que la mâchoire, l'occlusion, fait partie de ces capteurs influents, ou qu'elle peut les perturber. C'est plutôt ça. Elle est présentée comme une source potentielle d'interférence. Si l'occlusion est déséquilibrée, si elle envoie des informations asymétriques ou erronées au cerveau, notamment via ce fameux nerf trijumeau, Le grand capteur de la face. voilà. Eh bien, ces informations peuvent entrer en conflit avec celles venant des yeux ou des pieds. Et le cerveau, pour essayer de gérer ces contradictions, pourrait commander des ajustements musculaires compensatoires dans le reste du corps. Et ces ajustements, s'ils sont constants, peuvent créer des tensions, des déséquilibres posturaux. Et ça peut se propager loin, hein. Du genre mal à la mâchoire, mal au dos. C'est l'idée des chaînes musculaires que l'étude décrit bien. Notre corps est parcouru par des sortes de lignes de continuité musculaire et faciale, de la tête aux pieds. Une tension anormale en haut, au niveau de la mâchoire ou du cou, peut se transmettre le long de ces chaînes et se manifester plus bas, aux épaules, au dos, au bassin. Et l'os-hyoïde, le gyroscope, il est important là-dedans. Oui, il est vu comme un relais clé dans ces chaînes, un carrefour entre les muscles de la tête, du cou et du tronc. Sa position peut influencer et être influencée par des tensions à distance. Fascinant. Et comment les posturologues évaluent ça? L'étude cite des tests, Romberg, Fukuda. Oui, il y a toute une série de tests cliniques. Le but général, c'est de chercher des asymétries. Une épaule plus haute, un bassin tourné. C'est aussi d'évaluer la stabilité, notamment quand on demande à la personne de fermer les yeux. Là, on supprime l'information visuelle et on voit comment le corps se débrouille avec les autres capteurs. Pour voir si un capteur est défaillant ou perturbateur? En quelque sorte, on peut aussi tester l'influence de la mâchoire en faisant serrer les dents ou en plaçant une petite cale entre les dents pour voir si ça modifie la posture ou l'équilibre. L'idée est d'essayer d'identifier si les pieds, les yeux ou la mâchoire pourraient être la source principale d'un déséquilibre postural. Et c'est là qu'on parle d'orthoposturodontie, ce concept mentionné RECA, l'occlusion comme clé de voûte. C'est un courant de pensée, oui, associé notamment à Closade et Marty. Ils insistent beaucoup sur l'importance de la position de la mandibule par rapport au crâne. Pour eux, un décalage sagittal, mâchoire trop en avant ou en arrière, transverse déviée sur un côté, ou verticale, dents qui ne se touchent pas assez ou trop, peut avoir des conséquences posturales descendantes. C'est-à-dire partant de la mâchoire vers le bas du corps. Exactement. La tête qui bascule, une épaule qui monte, le bassin qui tourne, tout ça pourrait être une adaptation à un déséquilibre occlusal initial. La position de la langue est aussi considérée comme très importante dans cette approche. Une langue basse, par exemple, pourrait favoriser une posture plus affaissée. Donc, si je résume, quelqu'un qui grince des dents la nuit, qui a une dent manquante non remplacée ou même une couronne mal ajustée, tout ça pourrait potentiellement entraîner des douleurs au cou, des maux de tête, des vertiges, voire des lombalgies. C'est ce que cette approche suggère fortement, oui. Les conséquences peuvent être multiples et se manifester à distance de la bouche. Évidemment, il faut rester prudent, c'est rarement une cause unique, mais l'occlusion peut être un facteur aggravant ou déclenchant non négligeable. Et peu importe si le problème vient du bas, les pieds, ou du haut, la mâchoire. Le mémoire distingue bien les schémas ascendants partant des pieds et les schémas descendants partant de la tête, yeux, mâchoire. L'important, c'est de comprendre que tout est lié. Et pour agir là-dessus, quelle solution? Les gouttières, on en entend beaucoup parler. Oui, les gouttières occlusales sont un outil majeur dans cette approche. Ce sont des petits appareils en résine faits sur mesure qu'on porte généralement la nuit, ou parfois le jour, sur les dents du haut ou du bas. Et ça sert à quoi concrètement? Leur but principal est de modifier les contacts entre les dents.
L'idée, c'est de créer une surface d'occlusion plus idéale, plus plate, ou avec des guidages spécifiques, pour permettre à la mâchoire de se positionner de façon plus neutre, plus détendue pour les muscles et les articulations. Ça aide à déprogrammer les crispations. Ça rééquilibre le système en quelque sorte. C'est l'objectif. Il existe différents types de gouttières selon ce qu'on cherche à faire. Relaxer les muscles, décomprimer l'articulation, repositionner légèrement la mâchoire. Mais le principe général est là. Agir sur l'occlusion pour apaiser le système manducateur et, potentiellement, améliorer l'équilibre postural global. L'ostéopathie est souvent associée pour travailler sur le reste du corps en parallèle. On comprend mieux le lien potentiel avec la posture. Arrivons maintenant au sport et à cette étude sur les golfeurs. Le mémoire parle d'occlusion d'effort. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est la façon dont un athlète serre les dents pendant un effort physique intense. On le fait tous plus ou moins inconsciemment. Ah oui, quand on soulève quelque chose de lourd, par exemple. Exactement. Et l'hypothèse de l'étude, c'est que si ce serrage d'effort se fait sur une occlusion qui n'est pas bien équilibrée, eh bien, ça pourrait perturber la coordination musculaire, la transmission des forces dans le corps, et donc nuire à l'efficacité du geste sportif. Ça pourrait même augmenter le risque de blessure. D'où l'intérêt potentiel des gouttières pour les sportifs. Pas juste pour protéger les dents dans les sports de contact, mais pour optimiser cette occlusion d'effort. C'est ça les MORA. C'est ça. MORA, ça veut dire Mandibular Orthopedic Repositioning Appliance. Ce sont des gouttières un peu spécifiques, conçues pour amener la mandibule dans une position dite myocentrée. Myocentré. Ça veut dire centré par les muscles. C'est une position qu'on cherche à déterminer après avoir relaxé au maximum les muscles de la mâchoire, parfois avec des petits appareils de stimulation électrique, douce, le TENS. L'idée, c'est de trouver la position où les muscles seraient le plus à l'équilibre, le plus efficace. Et l'objectif, c'est d'améliorer la performance. Force, équilibre. C'est l'objectif affiché, oui. Améliorer la force, la coordination, l'équilibre, peut-être même la respiration ou la récupération. C'est un peu le Graal recherché avec ces dispositifs. Et il y avait déjà eu des études là-dessus avant ce mémoire? Oui, l'auteur en cite plusieurs. Les résultats sont, disons, variés. Certaines études ont montré des petits gains, par exemple en force de préhension, en détente verticale, ou sur certains paramètres chez les golfeurs, justement. Mais d'autres n'ont rien trouvé de significatif. C'est encore assez débattu dans la littérature scientifique. Ça semble très dépendant des individus et des sports. Ce qui rend l'étude de ce mémoire sur 5 golfeurs d'autant plus intéressante. Pourquoi le golf d'ailleurs? C'est un bon modèle? Oui, parce que le swing de golf, c'est un geste d'une complexité folle. Ça demande un équilibre postural parfait du début à la fin, une coordination ultra fine de tout le corps pour générer de la puissance tout en restant précis. La moindre petite perturbation posturale ou musculaire peut envoyer la balle n'importe où. C'est un sport où l'équilibre et la coordination globale sont absolument cruciaux. Exactement. Donc, si l'occlusion a un impact sur la posture et la coordination, on devrait potentiellement le voir dans un sport comme le golf. Alors, comment ils ont fait concrètement dans cette étude? Ils ont pris 5 golfeurs, 3 pros et 2 amateurs de très bon niveau. D'abord, bilan complet dentaire, occlusal et ostéopathique pour voir leur état postural initial. Ensuite, fabrication d'une mora sur mesure pour chacun, ajustée très précisément en bouche pour obtenir cette fameuse position myocentrée. Comment ils vérifiaient l'ajustement? Ils affinaient avec des tests d'équilibre, comme le test de Fukuda, marcher sur place les yeux fermés. Une fois la mora validée, les golfeurs ont passé des tests. Une fois avec la mora, une fois sans. Quel type de test? 2 types. D'abord, des mesures d'équilibre statique sur une plateforme de stabilométrie. C'est une plateforme qui mesure les micro-oscillations du corps quand on se tient debout, immobile, les yeux ouverts, puis fermés. Ça donne une idée de la stabilité posturale. Et le deuxième type de test? Analyse des swings de golf sur un simulateur TrackMan. C'est un radar très précis qui mesure tout. Vitesse de la tête de club, vitesse de la balle, distance parcourue, trajectoire, dispersion des coups. Ils ont testé avec 2 clubs, un fer 7 pour la précision et un driver pour la puissance maximale. Très complet. Alors, les résultats. D'abord sur la stabilité, la plateforme. Eh bien, c'était variable selon les golfeurs. Ce qui est intéressant, c'est que pour certains, porter la mora semblait améliorer leur stabilité, réduire leurs oscillations, surtout quand ils avaient les yeux fermés. Ah, quand on enlève l'aide visuelle, une occlusion mieux calée pourrait aider. C'est ce que ça suggère, oui. Que l'information venant de la mâchoire prend plus d'importance quand la vision ne compense plus. Mais attention, chez d'autres golfeurs, l'effet était moins net, voire nul, ou donnait même l'impression d'une légère augmentation de la tension posturale.
Donc, pas d'effet systématique sur la posture statique. Et sur les performances de golf mesurées par le TrackMan Wear, est-ce que ça tapait plus loin ou plus droit? Alors là aussi, c'est nuancé, mais il y a des choses intéressantes. Avec le Fairset, le club de précision, globalement pas de grands changements notables, ni en distance, ni en vitesse de club, ni en dispersion. Ok, pour la précision, ça ne changeait pas grand-chose. Par contre, avec le driver, le club pour la distance, là, il y a eu une tendance qui s'est dégagée pour 3 des 5 golfeurs. Ils gagnaient en moyenne entre 5 et 10 mètres de distance totale quand ils portaient la Mora. Un 5 à 10 mètres, c'est pas négligeable au golf, hein? Non, c'est significatif pour des joueurs de ce niveau. Mais ce qui est curieux, Oui. c'est que ce gain de distance ne venait pas d'une augmentation de la vitesse de la tête de club. La vitesse restait globalement la même. Alors d'où venait la distance en plus? Meilleur contact de balle? C'est une des hypothèses de l'auteur. Peut-être un meilleur centrage de la balle sur la face du club à l'impact, une meilleure transmission de l'énergie grâce à un meilleur équilibre ou une meilleure coordination pendant le swing. La dispersion des coups avec le driver semblait aussi légèrement améliorée pour certains avec la gouttière, ce qui va dans le sens d'un geste un peu plus stable ou reproductible. Intéressant. Et les golfeurs eux-mêmes, ils sentaient une différence? Les retours étaient mitigés aussi. Certains ont vraiment ressenti une meilleure stabilité, un meilleur équilibre, surtout à la fin du geste. Ils se sentaient mieux posés. Et les autres? Pour d'autres, c'était moins convaincant. Certains ont trouvé la gouttière un peu inconfortable, gênante pour la langue, ou n'ont pas senti de différence notable. Un cas particulier est celui d'une golfeuse, Isabelle, qui est mentionnée. Son corps semblait tellement adapté à ses propres compensations posturales liées à des traumatismes anciens que la MORA l'a perturbée plus qu'autre chose. Elle perdait ses repères. Ça montre bien que c'est pas si simple. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, après avoir exploré ce mémoire? Le mot-clé, je crois, c'est complexité. Oui, cette recherche, comme d'autres, suggère qu'il y a bien un lien entre occlusion, posture et performance. Agir sur l'occlusion via une MORA peut avoir des effets mesurables sur l'équilibre et parfois sur certains paramètres de performance, comme la distance au golf ici. Mais c'est pas magique. Ah, donc clairement pas. Ce n'est pas une solution miracle universelle. L'effet dépend énormément de l'individu. De son état de départ, de ses habitudes, de ses compensations, hein? Exactement. Son occlusion initiale, sa posture, ses éventuels problèmes cachés, son histoire, sa capacité à s'adapter à la gouttière, son ressenti. L'étude, même sur 5 personnes, montre bien cette variabilité des réponses. Il n'y a pas une seule réponse pour tout le monde. Et l'auteur conclut d'ailleurs sur l'importance d'une approche très personnalisée, non? Tout à fait. Il insiste sur la nécessité d'une approche globale et pluridisciplinaire. Si on pense qu'intervenir sur l'occlusion peut aider un sportif, il faut vraiment que ça se fasse en concertation entre le dentiste, l'ostéopathe, peut-être le podologue, le préparateur physique, le médecin du sport. Il faut évaluer la situation dans son ensemble, pour cet athlète précis. Pas de recette unique donc. Certainement pas. Et ça m'amène à une dernière réflexion, une question un peu provocatrice peut-être. Le corps d'un athlète de haut niveau, c'est une machine hyper adaptée, non? Il a trouvé son propre équilibre, même s'il n'est pas parfait selon les livres. Alors, est-ce que vouloir corriger un truc comme l'occlusion, c'est toujours bénéfique pour sa performance? On risque pas de dérégler un système qui, à sa manière, fonctionnait très bien? C'est une excellente question. Et c'est tout le débat. Jusqu'où aller dans l'optimisation de chaque petit détail? Est-ce qu'en voulant améliorer un sous-système, on ne risque pas de perturber l'équilibre global que l'athlète a mis des années à construire? Où est la limite entre améliorer et perturber une adaptation fonctionnelle, même si elle repose sur des compensations? Une question ouverte, en somme. Oui, une question ouverte qui rappelle toute la finesse et la prudence nécessaires quand on accompagne des sportifs de haut niveau. Il faut vraiment peser le bénéfice potentiel par rapport au risque de déstabilisation d'un système complexe et performant.